Ok, maintenant on va regarder le texte, les spécificités du texte. Euh, Comme on a déjà dit, c'est fortement construit selon une symétrie et construit des parallélismes. Vous avez, par exemple, on a vu dans la première laisse, l'incipit, la présentation des deux rois. Vous avez dans la laisse 2 et 12 les deux conseils des rois. Les deux rois se retrouvent dans le verger aussi. Vous avez, par exemple, dans la laisse 3 et 43, le plan de Blancandrin et le plan de Ganelon. Euh, dans la laisse 20 et 58, vous avez le parallélisme entre Roland qui désigne Ganelon pour être l'émissaire, pour aller voir Marzil, et vous avez en retour, vous avez Ganelon qui nomme Roland pour mener l'arrière-garde. La laisse 69 et 70, par exemple, vous avez la présentation du neveu de Marzil. Et ce neveu de Marzil va essayer de tuer Roland. Et bien sûr, Roland, il est le neveu de Charlemagne. Et tous les deux, il est histoire de gants, de pouvoir, de délégation de pouvoir. Alors, bien sûr, on a symétrie, mais nous avons contraste aussi. Euh, vous avez opposition bon et mauvais. Par exemple, dans la laisse 3 et 14, vous avez Blancandrin qui présente son projet perfide et vous avez en 14, la laisse 14, vous avez la réponse de Roland qui rejette totalement cette proposition. Vous avez laisse 8 et 47, une description des trônes des rois. Vous avez le trône en ivoire, c'est une matière exotique, c'est le trône de Marzil, et vous avez le trône de Charlemagne qui est en or, c'est un métal qui est très précieux, mais c'est aussi quelque chose de familier. Laisse 45-46, par exemple, c'est Ganelon qui va jurer euh, euh, pour sceller le pacte de la conspiration contre Roland. Il va jurer sur une sainte relique qui est dans le pommeau de son épée. Et par contre, dans la laisse suivante, vous avez des païens qui vont jurer sur un livre sacré, mais sacré païen. Dans la laisse 55, vous avez dans la même laisse deux armées. Une armée qui repartent pour chez eux en paix, la guerre finie. C'est une armée qui est nostalgique, qui a mal du pays. Et en même temps, vous avez simultanément une description d'une armée qui se prépare pour la guerre. C'est l'armée païenne qui vont attaquer l'autre armée. Donc, dans le même laisse deux actions, deux atmosphères, deux sortes d'émotions pour une ironie dramatique sont présentées. Bon, dans les chansons de gestes, il y a une circulation très forte de symboles. Vous avez, on a déjà vu dans la laisse 17 et 25, vous avez le gant. Et le gant, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de gant en tant que symbole de pouvoir, de délégation. Mais vous avez aussi ce qui se passe avec le gant quand Roland laisse tomber. Ça montre peu de sincérité dans la mission qui lui est confiée par Charlemagne. Dans la laisse 6 et 7, par exemple, les païens viennent avec les branches d'olivier, signe de la paix. Et on sait bien que c'est par perfidie, ils ne sont pas sincères. Vous avez les cadeaux qui sont offerts à Ganelon et qu'il accepte. Vous avez l'épée. L'épée, c'est une extension de la main et les chevaliers, les vassaux par exemple, sont des extensions de la main du suzerain. Alors ici, le fait d'accepter l'épée, c'est d'accepter de travailler pour l'autre et de trahir Charlemagne. Vous avez l'aume ou le casque. Donc, Ganelon va s'habiller comme un étranger. Il n'appartient plus. C'est un signe extérieur, physique, qui n'appartient plus à l'armée des Francs. Et
Aussi, quelque chose d'important qui peut échapper au début, l'attention, mais ce sont les bijoux qui sont offerts. Les bijoux qui sont offerts par la reine à Ganelon pour la femme de Ganelon. Et ça va impliquer toute sa famille symboliquement. Les membres de sa famille sont entraînés dans ce trahison. Et ça va avoir des conséquences assez graves pour la famille, la maison de Ganelon. À la laisse 56 et 57, vous avez les rêves de Charlemagne, c'est un rêve en deux parties. Vous avez la lance brisée, la lance qui est une arme, mais c'est aussi une extension du bâton de pouvoir de Charlemagne. Donc c'est brisé par Ganelon. Vous avez aussi, dans la deuxième partie du rêve, un ours, un léopard et un lévrier. Un ours, c'est un animal qui se trouve en Europe, c'est un domestique, donc on peut dire que ça représente Ganelon. Vous avez le léopard. Le léopard, c'est un animal féroce, mais très exotique. Donc, c'est une représentation de Marzil. Et le lévrier ici, c'est un chien de chasse. Pensez à un Irish Wolfhound. C'est un grand chien de chasse, très élancé, n'est-ce pas? Et qui attaque, qui est féroce. Ça peut être vu comme un représentant de Roland. À la laisse 61-62, il va avoir histoire de l'arc que Roland demande à Charlemagne. Bien sûr, c'est aussi une arme. C'est fait en bois, comme le bâton de pouvoir, comme la lance qui va être brisée. Là, il va donner l'arc. Et tout cela appartiennent à la même catégorie de symboles. Là, on va regarder des répétitions. Vous avez laisse 17 à 19, vous avez le refus de Charlemagne des gens qui se portent volontaires quand Ganelon ne veut pas le faire. Donc, il va refuser ces gens-là parce qu'ils sont trop précieux, sont trop utiles, n'est-ce pas? Donc, ça va fâcher encore plus Ganelon parce qu'il sait qu'il est moins prisé que les autres par son roi. La laisse 41 à 43, c'est le moment où Ganelon va dévoiler sa haine pour Roland à Blancandrin. Il répète 3 fois que c'est Roland le problème. Roland doit mourir, n'est-ce pas? Et c'est aussi le moment où Blancandrin comprend la faiblesse de Ganelon et il va en profiter. Il va l'exploiter. Laisse 43 à 44, vous avez une dilation du temps qui ralentit le mouvement en avant, n'est-ce pas? C'est une répétition qui va souligner l'importance. Pensez à le mot technique en cinématique, c'est ralenti. Ici, en anglais, ça sera slow motion, n'est-ce pas? À la laisse 32, 36, 38 et 45, vous avez la récurrence d'éléments. On va parler de main droite. Il est la main droite du roi. On prend Ganelon par sa main droite, n'est-ce pas? La main, c'est l'élément d'action. Donc, il y a une importance. Aussi, il y a une similitude, une répétition dans des lieux. Par exemple, on a parlé un petit peu déjà du verger, n'est-ce pas? Et d'autres éléments qui reviennent. Alors là, il y a une psychologie des personnages. On a parlé un petit peu de Blancandrin qui commence à comprendre ce qui motive Ganelon dans la laisse 28. Il va l'exploiter, cette faiblesse. On va sonder en 2 fois la relation entre Roland et Ganelon. Au début, on comprend qu'il y a un problème, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a une histoire entre Roland et Ganelon, et c'est une histoire familiale. Et ça va rééclater en laisse 58 et 59, n'est-ce pas? Donc, ça révèle un petit peu plus leur relation épineuse. À la laisse 63, vous avez une révélation du caractère profond de Roland, n'est-ce pas? Et ce qui le différencie de
de Ganelon, par exemple, et qui le rachète de ses fautes, par exemple sa fugue, son envie d'attaquer, n'est-ce pas? Et ce qui le rachète, c'est sa loyauté, même envers Ganelon, n'est-ce pas? Qui sait qu'il a trahi, mais Ganelon appartient à sa famille, n'est-ce pas? Donc, vous avez aussi la psychologie de narration. On va avoir des présages qui vont jouer sur les émotions de l'auditeur ou du lecteur. Des prédictions, par exemple. Vous avez, on va jouer avec la longueur de la laisse pour l'effet dramatique, comme par exemple dans la laisse 45 et 46, qui sont très courts, très nets, très clairs. On va insister par la petitesse peut-être de cette laisse, qui peut se comparer à des longues laisses de description. Ça donne un effet dramatique. Laisse 55, par exemple, vous avez l'intervention du narrateur qui va exclamer « Mon Dieu, quel malheur que les Français ignorent !» N'est-ce pas? Ça, c'est pour rehausser les émotions, pour engager l'auditeur et de provoquer une émotion, n'est-ce pas? Et le pathos de ce qui va arriver aux soldats.